Hello hello! On se retrouve aujourd'hui pour parler sorties littéraires puisque j'ai décidé du coup d'initier ce nouveau format mensuel où chaque début de mois je vous montre toutes les sorties assez intéressantes qui vont venir. Du coup il y aura toujours 3 catégories. La première catégorie sera les livres en anglais, comme ça vous pourrez la sauter assez facilement si vous ne lisez pas en anglais ou que cette catégorie ne vous intéresse pas. Ensuite on regardera ensemble les nouveautés et ensuite on s'intéressera aux suites de sagas. On commence tout de suite. Pour les 3 livres en anglais, je vais commencer avec un qui me fait énormément envie, évidemment. Mais bon, c'est le cas des 20 livres que je vais vous présenter, mais celui-ci particulièrement parce que ça fait un petit moment qu'on l'attend. Il s'agit de Beg, Borrow or Steal de Sarah Adams. Donc Sarah Adams, pour rappel, c'est celle qui a écrit The Cheat Sheet et The Rule Book, qui sont donc des tomes compagnons dans un même univers plutôt sportif. Et c'est celle qui a écrit du coup cette série qui s'appelle When in Rome, Practice Makes Perfect et Beg, Borrow or Steal. Donc je suis hyper contente en fait de vous présenter ce livre parce que Sarah Adams c'est vraiment une auteure de romance contemporaine que j'aime énormément. Cette année d'ailleurs j'aimerais beaucoup lire certaines de ses anciennes séries qui ont fait un petit peu moins de bruit et donc je pense que c'est une autrice que vous verrez passer sur la chaîne. En attendant, de quoi on parle dans Beg, Borrow or Steal? Dans cette série-là, chaque tome est un tome compagnon et peut se lire séparément, mais je ne vous le conseille absolument pas puisque dans Practice Makes Perfect, il y a énormément d'informations sur ce qui s'est passé quand même dans le tome 1, donc pour moi c'est plutôt des faux compagnons. Donc je vous conseille vraiment de lire la série dans son intégralité et de commencer du coup par When in Rome. On va suivre dans cette série une fratrie puisque dans chacun des tomes nous suivrons un frère ou une sœur qui font partie de la même famille et évidemment leur histoire d'amour. Dans le numéro 1, on suivait une sorte de Taylor Swift qui débarquait dans un petit village au fin fond des États-Unis et qui tombait en panne devant chez un très beau jeune homme. Évidemment, ça n'arrive qu'aux célébrités, ce genre de choses, parce qu'à nous, ça n'arrivera absolument pas. Et donc va s'en suivre du coup toute une histoire, puisque cette Taylor Swift en herbe est donc coincée dans ce village-là et va devoir composer avec ce jeune homme, puisqu'elle va carrément habiter chez lui. Donc ça c'était le numéro 1. Ensuite on suivait la sœur de ce protagoniste-là, la première qui était donc une jeune fleuriste qui tombe amoureuse d'un homme assez sombre, assez différent d'elle et qui va lui la bousculer vraiment dans son mode de vie et c'était absolument génial, c'est mon tome préféré jusqu'à maintenant de cette série-là. À voir maintenant avec Beg, Borrow or Steal. Dans celui-ci on va suivre Emily qui est donc une maîtresse d'école et qui à ses heures perdues écrit de la romance. Et il s'avère qu'Emily, en fait, a toujours été complètement remontée contre Jack, qui était apparemment une personne qui avait l'habitude de l'embêter ou de se chafouiner, en tout cas, quand ils étaient au lycée ensemble. Un jour, il est parti avec sa fiancée, on ne l'a plus jamais revu. Mais voilà que Jack revient en ville avec la ferme intention d'y habiter une bonne fois pour toutes, puisque celui-ci a complètement annulé son mariage. Donc il semblerait qu'il va habiter pas très loin de chez Emily, ce qui va lui faire complètement péter un câble, et que les deux vont se faire pas mal de crasse, jusqu'au jour où Emily va envoyer un mail malencontreux au directeur de son école, et celui-ci pourrait très bien se rendre compte qu'Emily, à ses heures perdues, est une écrivaine bien prolifique, ce qu'elle ne veut absolument pas. Elle va donc demander l'aide de Jack pour l'aider à rattraper son manuscrit et son email, et c'est là que, j'imagine, nos deux semi-rivals ennemis vont peut-être devenir lovers. Écoutez, il me tente énormément, comme vous le savez, comme je vous le disais, tous les livres de Sarah Adams sont vraiment pour moi des petites pépites. Je trouve que ce sont des livres qui sont pleins de bonnes ondes, c'est hyper positif, c'est hyper solaire, donc écoutez, j'ai très hâte de découvrir celui-ci et je vous en parle très bientôt. Je ne pouvais pas mentionner les sorties de janvier en anglais sans parler du fameux Onyx Storm de Rebecca Yarros. En effet, il s'agit du tome 3 dans la série Fourth Ring. Je crois que ça s'appelle The Empyrean, quelque chose comme ça. Et donc on suit évidemment les aventures de Violet et Xaden qui sont donc deux je sais pas comment on dit, mais deux monteurs de dragons, enfin deux riders de dragons, et qui sont tous les deux dans une académie extrêmement sanguinaire. Mais voilà, il va se passer un milliard de choses. Le premier est une pavasse, le deuxième est une pavasse, je pense que le troisième ce sera encore pire. Sachez qu'en tout cas c'est un livre plutôt young adult, que c'est un livre où il se passe énormément de choses. Le tome 1 et le tome 2 sont déjà traduits. Le tome 3 du coup sort le 21 janvier et j'ai aucun doute qu'il sera traduit dans les semaines, mois qui suivent. Qui sait, ça sera peut-être
une traduction extrêmement rapide, donc voilà, je vous en parlais quand même, mais sachez qu'en tout cas moi, à partir du 21 janvier, ça sert plus à rien de me contacter, je vais être pendant 3 jours en mode ermite à lire Onyx Storm parce que y a rien à faire, même si j'ai trouvé que le 2 avait énormément de défauts dans son intrigue, dans les personnages et tout, et bah c'est ultra addictif, ça se lit tout seul et on a mangé 700 pages en 2 minutes. Donc, écoutez, pour moi, une sortie à suivre. Ensuite, je vous parle d'un livre que j'attends, et celui-ci, qu'est-ce qu'on peut dire que je l'attends? Vous savez, c'est quand même incroyable quand ces auteurs commencent une saga, et ensuite s'interrompent pour en écrire une autre, et puis ensuite se disent « bon, il va peut-être falloir que je finisse la précédente », et bien là, on est tout à fait dans ça. Et c'est donc le cas pour le nouveau livre de Brigid Kemmerer qui s'appelle Carving Shadows into Gold, qui est donc la suite de Forging Silver into Stars. Donc Forging Silver into Stars, il est sorti en juin 2022, donc autant vous dire que ça fait quand même un petit moment que j'attends la suite. Malheureusement, l'autrice a sorti entre-temps sa saga qui s'appelle Defy the Night, donc Défier la nuit, qui est donc en traduction en cours en français et qui est absolument incroyable, et donc évidemment je l'ai dévorée, mais j'attendais quand même franchement la suite de cette saga-là, et je vous la conseille vivement si celle-ci est traduite à un moment donné. Dans Forging Silver into Stars, on va suivre du coup l'histoire de Taiko, qui est donc un personnage secondaire qu'on rencontrait dans la trilogie Un sort si noir et si cruel, ou quelque chose comme ça, qui était donc la première trilogie qui a fait connaître Brigid Kemmerer en France, et qui a été une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Je vous la conseille 1 milliard de fois, moi j'ai adoré, les personnages secondaires d'ailleurs sont extrêmement forts, extrêmement puissants, parfois beaucoup plus intéressants que les personnages principaux dans cette saga-là, et il s'avère donc que Brigid Kemmerer n'avait pas fini de nous conter des histoires dans cet univers-là, et avait donc extrait Taiko, qui est donc un personnage secondaire hyper important dans l'histoire, hyper intéressant, et nous a proposé du coup de nous donner sa propre histoire. Donc dans le premier tome, on suivait ses aventures, alors que celui-ci est le coursier du roi, donc en fait il fait des allers-retours entre les royaumes pour transmettre des messages d'une importance capitale, jusqu'au jour où il va tomber dans un village sur un jeune homme qui va un petit peu le perturber, on va dire. Et de là va s'en suivre tout un tas d'histoires, puisqu'il y a des histoires de complots, il y a des histoires de royaumes qui vont être plus ou moins renversés, de rebelles qui agissent dans l'ombre, etc. C'est génial. Franchement, je trouve que c'est hyper intéressant parce que à la fin de la trilogie de Un sort si noir et si cruel, je suis désolée du titre, je m'en souviens plus, je trouve qu'il manquait vraiment des choses justement sur l'univers, sur les tensions en fait entre les royaumes, etc. Parce qu'on avait un peu l'impression qu'on laissait une situation qui était quand même assez instable, et je trouve que elle a vraiment su prendre en fait cette faiblesse-là scénaristique finalement de sa première trilogie et nous proposer une suite qui est absolument incroyable. Donc écoutez, si vous aimez Brigid Kemmerer, si vous aimez ces univers, si vous aimez ces plot twists et ces personnages auxquels on ne peut que s'attacher, je vous conseille du coup vivement cette nouvelle saga. On enchaîne du coup avec les nouveautés qui sortent en janvier, et je me devais de commencer par l'un des livres qui me fait le plus envie, et notamment pour son autrice, puisqu'il s'agit de Affronter la nuit de Marie Répellin, qui sortira le 16 janvier. Marie Répellin nous propose du coup dans Affronter la nuit une histoire autour des dragons, puisqu'il existe des jeunes personnes dans un monde fantastique qui sont touchés par la lumière de la déesse, et ensuite ils développent des dons et ils vont dans une académie afin de pouvoir les développer et afin de pouvoir protéger ensuite le royaume contre les dragons. Donc c'est pour ça que les gens avaient tendance à beaucoup dire oui, ça ressemble quand même à Force Wing énormément et tout, bah en fait en vrai, a priori pas du tout. Donc certes il y a une académie, certes il y a du dragon, mais à part ça, voilà. Donc on va suivre une jeune femme qui s'appelle Liv Aubrey, qui va donc être touchée par la déesse, rejoindre l'académie et qui va commencer à douter un petit peu de l'enseignement qu'on lui donne, tout en tombant apparemment amoureuse du capitaine qui s'occupe de les entraîner et qui s'appelle Rylan. Donc étant donné que ça parle de dragons, que ça a l'air vraiment hyper dynamique et que c'est en plus écrit par une youtubeuse que j'aime énormément, que je trouve hyper attachante, que je trouve hyper intéressante et qui a cette passion pour le livre absolument dévorante. Donc du coup il s'agit bien évidemment de Muffins and Books. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite 1000 fois à aller rejoindre sa chaîne. Mais voilà, donc ce livre me fait très envie et j'espère que du coup il rentrera dans une petite catégorie pour le mois de février, mais
J'y compte bien. Ensuite, j'ai envie de vous présenter un livre, j'ai un petit peu triché, il est sorti le 27 décembre 2024, mais bon, écoutez, chut, on ne dira rien. Il s'agit de À nos cœurs battants d'Emma Green. Écoutez, je n'ai absolument jamais lu de livre de cette autrice. Il y a un livre qui me faisait très très envie dernièrement, qui était un livre qui se passait à Hawaï, si je ne m'abuse, je vous remettrai la petite photo, qui me faisait aussi envie de cette autrice, et du coup, je me rends compte que ces temps-ci, enfin pas les définitions, mais les synopsis qu'on me donne de ces livres de ces romances d'Emma Green me font extrêmement envie, donc je me suis dit, bon allez, cette année, je donne sa chance à cette autrice. Et donc, dans celui-ci, on va suivre Roméo et Maxima. Je vais absolument l'appeler Maxime, je sais pas pourquoi, donc c'est Roméo et Maxima. Donc Roméo travaille dans une caserne à Chicago en tant que secouriste, et apparemment c'est un jeune homme au passé un petit peu tumultueux, et un jour il va revoir Maxima, qui revient du jour au lendemain, qui semblerait être la sœur de son meilleur ami, et qui avait absolument quitté la ville sans prévenir personne, du jour au lendemain, sans donner de nouvelles ou quoi que ce soit, alors que Roméo était apparemment déjà amoureux d'elle. Donc il la voit revenir dans sa vie, lui a énormément de rancœur, mais a priori a l'air d'être un petit peu bouleversé entre sa rancœur et son amour pour elle, et il s'avère qu'en plus de ça, Maxima a plus ou moins le culot de venir dire à Roméo, écoute, j'ai besoin que tu me rendes service, il faudrait que tu joues les faux petits amis pour moi. Sympathique. Donc écoutez, il y avait quelqu'un qui commentait dans les commentaires sur Goodreads, on dirait un bon épisode de Station 19, et carrément, ça fait vraiment ça, moi qui suis absolument fan de tout ce qui est Grey's Anatomy, Station 19 & Co. Bon écoutez, je me dis que celui-ci, ça pourrait bien le faire pour commencer du coup ma nouvelle relation avec cette autrice. En fait, il semblerait que ça soit un duo d'autrices d'ailleurs. Donc bon, écoutez, pour la petite info. Ensuite, je vous présente du coup une sortie DS, donc la collection Young Adult de la maison de Saxus. Il s'agit de Medici Ice de Kathleen Schneider-Hahn. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Ça me fait trop envie ce livre parce qu'il y a un côté Six of Crows et il y a un côté roman historique, Florence des Médicis et tout. Oh là là, ça a l'air d'être une pépite. Donc on va suivre du coup Rosa qui revient dans sa ville natale de Florence alors que le pape lui aussi revient, et ce n'est pas une coïncidence puisque celle-ci a décidé du coup de braquer les caisses du pape afin enfin de redistribuer les richesses au peuple. Donc il semblerait que Rosa soit animée quand même d'une sacrée tâche puisqu'elle va monter une équipe pour réaliser ce que l'histoire considérait comme le plus grand braquage que Florence n'ait jamais vu. Mais ça va être un petit peu compliqué puisque les Médicis ont aussi la main ferme sur la ville de Florence, et à mon avis ils vont avoir quelques bâtons dans leurs roues. C'est un livre qui me fait super envie, je pense que c'est assez original et ça fait du bien un petit peu dans cette collection là de Saxus de voir quelque chose qui soit apparemment pas forcément de la fantasy, mais qui voilà a l'air quand même assez dynamique, assez intéressant. Donc je sais pas si c'est un tome 1 ou si c'est un stand-alone, mais écoutez, il me fait bien envie, et celui-ci j'attendrai, je pense, les premiers avis pour voir si je me lance ou pas. Le prochain livre, c'est Défier les ombres de Catherine Quinn, qui est sorti aux éditions Roncière. Il s'agit là d'une romantasy avec plutôt une emphase du côté romance. On va suivre un personnage qui s'appelle June Maddox, qui est donc un capitaine qui est censé guider les chevaliers de l'étoile éternelle à travers une terre remplie de cauchemars pour ramener la lumière et vaincre la malédiction qui pèse sur le royaume. Donc franchement, à partir de là, on se dit, mais franchement, l'histoire a l'air trop intéressante. Par contre, le problème, c'est qu'après, on n'en sait absolument pas plus. Tout ce qu'on nous raconte, c'est que Jude va voir à un moment donné cette jeune femme qui s'appelle Kiara Frey, qui est donc une nouvelle recrue dans son armée, et va tomber éperdument amoureux d'elle. Et elle aimerait vraiment le désirer, mais elle ne sait pas si il n'est pas aussi dangereux que les ombres qu'ils sont censés affronter ensemble. Bon écoutez, c'est un petit peu dramatique dit comme ça, mais bon, ça a l'air plutôt sympa. Donc une bonne petite romantasy, je pense que c'est le genre de truc qui doit se lire tout seul, et qui va voilà, être un bon palette cleanser entre deux grosses fantaisies bien complexes. Donc écoutez, celui-ci me fait plutôt envie et j'ai hâte de voir les retours à son propos. Le prochain livre est aussi une romantasy qui sortira aux éditions Hugo Roman le 22 janvier. Il s'agit donc de Le dernier conte, La pomme d'or de Alexiane Thiel. Ça a l'air vraiment génial parce que ça a un côté très conte de fées. Et j'avoue que cette année, c'est un thème que j'avais vraiment envie de beaucoup plus lire, comme je vous l'avais dit avec Vania et le loup, que j'ai mis du coup dans ma palle pour le mois de janvier. Et donc celui-ci me fait très envie. On va suivre du coup Ariane, qui est la dernière fée en fait. Visiblement, la marraine, la bonne fée, est morte, et donc elle est la dernière fée encore en vie, et
tout le monde des contes et toute la survie du monde des contes repose donc sur les épaules d'Ariane, qui va devoir créer un nouveau conte si elle veut que la nuit ne vienne pas engloutir tout son royaume. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Apparemment, pour créer un nouveau conte, elle a besoin d'un prince charmant, mais comme elle n'en trouve plus dans son royaume, elle va donc venir dans le nôtre, choper le premier mec qu'elle voit, le ramener dans son royaume et essayer d'en faire un prince charmant. Et apparemment, avec Warren qui n'a absolument rien d'un héros, ça va pas être chose facile. Donc ça a l'air plutôt cool. Il semblerait que ça soit une duologie, donc pour le moment. Et donc je vais voir ce que ça va donner. Le seul petit truc qui me fait peur, c'est que j'espère que c'est pas trop young adulte. Parce que, c'est vrai que moi, les réécritures de contes young adulte, je suis extrêmement fan de ce qu'a pu faire, par exemple, Marissa Meyer. Mais depuis, je peux pas dire que j'ai lu des choses qui m'ont transcendée, donc écoutez, on verra. Toujours dans un côté un petit peu conte, j'avais envie de vous présenter L'oiseau dans la bibliothèque, qui fait partie du coup de la saga Le chêne et le hou. C'est le tome 1 de Kay et Lind. Écoutez, il sortira aux éditions Brajlon le 8 janvier, donc demain. Il me fait ultra envie, il a l'air assez envoûtant, et en plus de ça, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, donc autant vous dire qu'il y a quand même tous les éléments pour que ça me plaise. Donc on va suivre du coup Kirst, qui est une voleuse qui vit dans un monde où il existe un traité de paix entre les monstres et les humains, qu'il ne faut absolument pas franchir et détruire. Et malheureusement, c'est exactement ce que Kirst va faire, puisqu'elle va rentrer dans la maison d'un monstre afin de le voler, en fait. Mais celui-ci va la prendre la main dans le sac et va lui dire « Bien écoute, pas de problème, t'as essayé de me voler, je ne vais pas le dire, mais tu vas m'aider à voler un artefact ultra puissant dont j'ai besoin. » Et en retour, je t'expliquerai pourquoi tu ne t'es jamais sentie comme les autres humaines. Donc ça a l'air super cool, ça a été dit que c'était extraordinaire par Rebecca Yarros, bon, je sais pas ce que ça vaut, mais pourquoi pas. Et en tout cas, voilà, donc moi dans ma lignée du coup des envies de lire un petit peu plus de réécriture de contes, et bah celui-ci me tente vraiment beaucoup. Toujours dans les réécritures, mais cette fois plutôt des légendes arthuriennes, j'ai envie de vous présenter Half Sick of Shadows de Laura Sebastian, qui sortira donc demain, le 8 janvier. Écoutez, celui-ci aussi a l'air très chouette. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lire des livres sur les légendes arthuriennes, mais ceux qui avaient été plébiscités pendant des années sur la sphère YouTube étaient finalement écrits par une autrice extrêmement problématique, donc du coup j'ai décidé de ne pas les lire. Et depuis, je suis un peu en quête, donc celui-ci me fait bien envie. Je sais qu'il y avait eu aussi Legendborn, je crois, qui s'inspirait, mais vraiment très librement, de la légende du roi Arthur, qui m'a aussi fait beaucoup envie, mais c'était une telle pavasse que j'ai jamais osé sauter le pas. J'avais peur que ça soit vraiment trop young adulte et que je m'ennuie un peu, donc si jamais vous l'avez lu, vous me direz. Celui-ci a l'air assez intéressant, j'ai l'impression qu'on va être un peu dans une réécriture semi-féministe des légendes du roi Arthur, puisque c'est souvent la chose que l'on reproche à ces histoires, du coup, c'est que c'est très sexiste et c'est très les hommes sauvent tout le monde et les femmes sont souvent plus un problème qu'autre chose. Donc on connaît tous du coup la légende du roi Arthur, donc on va suivre du coup Arthur, Guenièvre, Lancelot et Morgane, mais il semblerait qu'on ait un nouveau personnage qui s'appelle Hélène de Chalotte, donc je sais pas si elle faisait partie du coup de la légende de base ou non, mais ce personnage-là peut voir l'avenir, et donc Hélène va essayer d'influencer le destin de nos personnages pour que l'avenir s'écrive de la façon dont elle semble la plus propice pour elle et pour ses compagnons. Donc écoutez, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'ai hâte de voir en fait ce qu'elle va changer. Genre, est-ce que finalement Hélène, elle va être là pour influencer les événements, pour qu'ils prennent la tournure que nous, on connaît de cette histoire-là avec Arthur du coup qui devient roi, ou est-ce qu'au contraire, elle va vouloir changer tous les événements parce qu'elle se rend compte que Kaamelott doit être sauvé autrement. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir aussi si elle va jouer sur le destin de Morgane, qui est donc un personnage dans les légendes arthuriennes que j'aime beaucoup. Donc à suivre. C'est paru aux éditions Calix, toujours avec toujours une mise en page et des couleurs puissantes, on va dire. Et écoutez, j'ai vraiment très hâte de voir les premiers avis sur ça, parce qu'il a été donné à pas mal de youtubeuses, donc je pense qu'on va le voir passer un bon nombre de fois. Ensuite, un livre qui me fait énormément envie et qui va rentrer à mon avis dans un thème que j'ai prévu soit pour le mois de février, soit pour le mois de mars, mais je ne vous en dis pas plus. Il s'agit de La Tour des Immortels d'Orlan Grey, qui va paraître aux éditions Corrigan le 29 janvier.
Là, on suit un livre qui a l'air ultra envoûtant et qui a l'air vraiment d'être sur un thème un peu de magie orientale ou égyptienne. Enfin, ça a l'air juste génial. Je vous lis le résumé parce que comme c'est assez précis et qu'il y a pas mal de noms un petit peu originaux, je ne vais pas me tromper. Donc on va suivre Jaï, qui est la première femme du royaume de Kanuria à avoir accédé au pouvoir suprême en devenant reine. Mais depuis qu'elle a aboli l'esclavage et rompu avec des siècles de tradition, elle doit lutter pour assurer sa position. Et l'hostilité des hommes n'est pas le seul obstacle. Un mystérieux fléau s'est abattu sur la capitale et des monstres sanguinaires jaillissent des cryptes pour attaquer ses citoyens. Sympathique. Partout la rumeur enfle. Les dieux puniraient-ils le royaume pour avoir une reine à sa tête ? Au même moment, Ramsès, l'ancien amant de Jaï, surgit des ombres après des années d'exil. Avec ses beaux yeux de jade, il provoque chez elle un désir brûlant, autant qu'une colère incandescente. Bon, ça va souvent de pair, hein. Pourtant, il semble vouloir mettre sa puissante magie à son service. Sa dévotion est-elle sincère, ou cherche-t-il aussi à la manipuler ? Bon, il y a un côté un peu, il y a un côté un peu semi-féministe là dans cette écriture de ce monde fantastique, mais ça a l'air vraiment très cool. Et je crois que en février, en mars, je vais avoir envie justement un peu comme ça de chaleur, enfin de monde un petit peu où on les imagine dans le désert et tout machin, parce qu'il fait tellement horrible à Paris que ça sera super cool. Donc écoutez, celui-ci, je pense que il va être dans un prochain book haul. J'ai pas trop de doute à ce sujet. Le prochain livre que j'ai envie de vous présenter, c'est La prophétie des âmes, le tome 1, Sang mortel de Manon Donaldson, qui est paru aux éditions Black Ink, qui paraîtra le 16 janvier. Donc là, écoutez, il me fait envie, parce que je trouve que l'histoire a l'air assez cool, mais en même temps, vous voyez, c'est le genre de romantasy où je suis toujours un petit peu, ouais, ok, bon, si j'ai le temps et tout. Je suis hypée, mais je suis pas vraiment convaincue encore, je pense que je vais attendre de voir des avis. Mais l'histoire a l'air sympa, donc on va suivre une jeune femme qui est mi-humaine, mi-sorcière, et normalement on a une cérémonie dans son royaume qui permet à chacun de recevoir des pouvoirs, sauf que elle en a pas reçu en fait. Et donc elle devient pour le roi, et on va dire un symbole, que les humains et les sorciers ne devraient pas du coup cohabiter, s'aimer et faire des enfants, puisque ça donne des enfants qui n'ont pas de pouvoir. Donc c'est un peu le rebut de la société, cette jeune femme. Et donc, pour apaiser quand même les esprits et les tensions au sein du royaume, le roi, du coup, l'oblige quand même chaque été à se présenter pour voir si elle va pas recevoir un don à un moment donné. Mais, à l'aube de ses 17 ans, elle décide qu'elle en a juste trop marre et qu'elle a plus du tout envie de passer ces épreuves-là, et donc elle va commencer à... elle va apparemment s'enfuir afin de ne plus passer les épreuves, mais il semblerait que c'est au moment où elle prend cette décision qu'elle va commencer à voir des choses, ressentir des choses, etc. Et que notamment la nuit, l'un des fils du roi va commencer à s'infiltrer dans ses rêves. Franchement, c'est un méli-mélo de plein de trucs ce bouquin, mais à la fois je pense que ça peut être, si c'est bien écrit, ça peut être une totale réussite, ou alors ça peut complètement faire plouf plouf quoi. Donc écoutez, à suivre, il me fait bien envie en tout cas, et je me le prendrai peut-être en e-book là pour entre deux livres, mais je sais qu'en tout cas Kimi Collection en avait parlé, donc si elle le lit, et j'attendrai un petit peu de voir son retour sur celui-ci. Le prochain livre dont j'ai envie de vous parler, c'est une romance, il reste en effet 2 romances pour du coup ces nouveautés. La première c'est Love Redesign, qui est donc écrit par Lauren Asher, et qui sortira le 8 janvier, donc demain. Il y a beaucoup de sorties quand même demain. Donc vous savez, c'est elle qui a écrit Dreamland Billionaire, c'était une série que j'avais lue cette année, qui est d'ailleurs disponible sur Next Story, je crois, les 3, où on suivait des frères qui sont milliardaires aussi, et qui détiennent un parc d'attractions. Donc j'avais bien aimé, mais j'avais pas trouvé ça incroyable, j'avais trouvé que c'était très spicy, qu'on avait beaucoup d'éléments quand même sur une tension qui était très forte, mais sur un côté aussi hyper dominateur sur certains des protagonistes masculin, et que donc, bon, j'étais pas non plus hyper transcendée par la relation. Bon, là, écoutez, je trouve qu'on est toujours sur des milliardaires, donc on comprend que Lauren Asher et l'argent, elle veut pas que ça soit un sujet, mais je trouve que l'histoire a l'air plutôt cool, donc écoutez, s'il est disponible en audio, je pense que je me le prendrai comme ça. Là, on va suivre du coup Dahlia, qui vient de rompre ses fiançailles, qui revient vivre dans une petite ville où elle a un accident de voiture. Genre ça commence ultra bien pour Dahlia, et qui en fait, dans son accident de voiture, elle va avoir un accident avec Julian Lopez, qui est donc une personne qui lui a fait vivre un enfer pendant des années. Donc on peut se dire quand même que Dahlia,
a un peu une vie de merde ces temps-ci. Mais elle se dit, c'est pas grave, je prends un nouveau départ, je ne veux pas m'attarder sur tout ça, ce qui est un bon point pour elle. Sauf qu'en fait, Julian va revenir dans sa vie professionnelle, puisqu'ils vont tous les deux être sur le même projet de rénovation. Donc, ils vont se chafouiner jusqu'à s'aimer, j'imagine. On va voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, il y a un côté vraiment rivals to lovers. Et puis, à la fois un petit peu, un peu complices to lovers, puisqu'ils sont quand même visiblement obligés de travailler l'un avec l'autre. Donc, à suivre. Mais j'espère juste, comme je vous dis, que Julian ne sera pas le bon grumpy, hyper sarcastique et méchant. Parce que franchement, j'en ai un petit peu marre de ce modèle de protagonisme masculin, je ne vous cache pas. Et pour finir dans les nouveautés, j'avais envie de vous présenter The Graham Effect de Elle Kennedy qui sortira aux éditions Hugo Roman le 8 janvier, je vous le disais. Hein. Écoutez, pourquoi je me suis mis celui-là aussi dans la liste? Tout simplement parce qu'en fait, c'est un spin-off de la série Off Campus and Briar You. Et c'est le premier livre du coup d'une série qui va s'appeler Campus Diaries. C'est un livre qui se passe dans le monde du hockey. Et je sais que la première série qui s'appelle The Deal, The Whatever, parce qu'il y en a 3-4 je crois, ou 5, et ça avait l'air vraiment cool. Donc du coup je me le suis mis de côté pour me dire allez, il faudrait vraiment que tu commences cette série cette année parce que je sais qu'elle a vraiment beaucoup plu. Et que voilà, ce sont des romances sur le hockey, hein, donc il n'y a pas non plus à chercher outre mesure. Là on va suivre du coup Gigi, qui est donc une jeune femme qui fait du hockey féminin et qui va absolument remporter la médaille d'or olympique pour s'écarter un peu l'ombre de son père qui apparemment aussi est un hockeyeur très connu et qui est donc l'entraîneur aussi officiel de l'équipe du campus, si je ne me trompe pas, côté masculin. Et de l'autre côté, on a Luke Ryder, qui est le nouveau capitaine du coup de cette équipe de hockey, mais qui galère parce qu'en fait son équipe apparemment c'est 2 équipes qui se sont rejointes et tout le monde se déteste. Et comme lui un jour il voudrait travailler avec le père de Gigi en tant qu'entraîneur, il se dit écoute il faut que j'arrive à faire équipe avec elle et prouver à son père que je peux être un bon entraîneur et que je mérite ma place à ses côtés quoi. Donc écoutez, ça a l'air plutôt sympa. Je pense que c'est le genre de petite lecture qui se lit ultra vite, ça va faire un petit peu comme Icebreaker et tout là. Donc je pense voilà, ça va à mon avis en début d'année quand je vais en avoir un peu marre là de tout ce qui est grosse fantasy parce que là je suis quand même dans des trucs assez costauds. Je vais me caser comme ça des audios ou des petits e-books de romances comme ça sur fond sportif. On verra ce que ça donne, mais en tout cas sur fond glacé, j'aimerais bien que ce soit du hockey ou du patinage artistique, donc je vous raconterai tout ça. On a fini avec les nouveautés, on va passer aux suites, et là je vais aller assez rapidement parce que du coup, si vous n'avez pas lu les premiers tomes, je pense que ça va pas du tout vous intéresser. Mais je vous parle quand même de certaines suites qui vont sortir et qui font partie de séries que j'affectionne beaucoup. Donc du coup, le premier, c'est évidemment Une torche dans la nuit de Sabaa Tahir, qui est sorti le 2 janvier. Donc toujours dans une édition absolument incroyable. Je vous redonne la maison d'édition. Oui voilà, c'est aux éditions Big Bang. Donc du coup, moi j'ai déjà lu ce tome-là aussi. Donc j'avais lu le tome 1, le tome 2, et ensuite je m'étais arrêtée puisque comme je vous l'avais expliqué, du coup, dans la série Une braise sous la cendre, il y avait les 3 premiers tomes qui avaient été traduits en français et pas le 4e. Donc moi j'avais décidé de les lire en anglais, donc j'avais lu le 1 et le 2, mais c'était quand même assez dense et je m'étais un petit peu, essoufflée finalement dans mes lectures. Mais là, ils ressortent en français et dans des éditions sublimissimes, donc autant vous dire que moi Une torche dans la nuit, il est déjà commandé, il arrive bientôt. Et c'est une histoire géniale, on va suivre du coup une espèce de monde un peu sanguinaire, où finalement quand on est lettré, on fait partie de la lie de la société, et parce qu'en fait il y a les militaires qui ont pris le pouvoir. Donc on est vraiment dans une société qui est menée par la violence, on va dire, et l'empereur sort carrément d'une académie où on les entraîne à devenir les pires... j'ai envie de dire les pires assassins, mais enfin voilà, les pires soldats de l'Empire. Et évidemment, le soldat le plus sanguinaire de tous deviendra l'empereur. Donc ça vous laisse imaginer le genre de gouvernement en place. Et donc on va suivre du coup une jeune femme qui est plus ou moins un genre d'esclave, enfin qui est un peu une jeune femme qui fait partie des lettrés, et qui va vouloir libérer son frère, puisqu'il faisait partie de la rébellion, et il a été arrêté. Et donc pour ça, elle va dire aux rebelles, vous devez absolument libérer mon frère, et eux vont lui dire, pas de problème, mais en fait il va falloir que tu rejoignes la rébellion et que tu fasses des trucs pour nous, parce que c'est pas gratos. Donc cette petite jeune femme-là va devoir infiltrer l'académie du coup où sont entraînés les soldats là, et notamment jouer les espionnes auprès de la directrice de l'académie, qui est absolument une horreur en tant qu'être humain.
et dont le fils fait aussi partie de l'académie, et ces deux-là vont se rencontrer et plus ou moins, sans vraiment le vouloir, forger une alliance. Donc c'est incroyable, enfin vraiment le 1, c'est vraiment autour de la rencontre des personnages, la découverte de l'univers, qu'on comprenne un petit peu les enjeux, etc. Mais il y a aussi en fait des personnages secondaires qui gravitent autour de nos héros, qui sont hyper importants et qui prennent une place très forte ensuite dans le 2. Dans le 2, je peux pas trop vous expliquer ce qui va se passer parce que c'est un peu dommage, mais autant vous dire qu'on manque vraiment pas d'action, surtout qu'à la fin du 1, on est un peu genre « mais what ?» À la fin du 2, c'est encore pire, j'étais là, pleure pas, pleure pas, pleure pas. Donc du coup, moi j'ai juste une hâte, c'est d'avoir le 3 et le 4 qui vont sortir en français, parce que comme ça, je vais pouvoir me faire la suite de la saga, mais je vous la conseille énormément, c'est du young adulte, mais c'est du young adulte tellement intelligent et bien écrit. C'est une pépite. Sachez d'ailleurs que le 1 et le 2 sortent en audio sur Nextory, donc si jamais vous avez un abonnement, ça peut aussi être très cool, parce que c'est vrai que les éditions sont très belles, mais elles sont coûteuses. Je vous parlais plutôt de Brigitte Kemmerer, et donc ça aurait été vraiment un affront pour moi de ne pas vous parler du coup de Défendre l'Aube, qui est donc le tome 2 dans la série Défier la nuit, qui sort aux éditions Rajo le 22 janvier. Comme je vous disais, la série Défier la nuit, donc c'est Defy the Night, Défendre l'Aube, Détruire le jour, ça s'appellera certainement comme ça le 3. C'est une série absolument incroyable, on va suivre deux personnages qui vivent dans un monde où finalement la population est atteinte d'une maladie, et la seule façon d'atténuer un peu les symptômes, ou de les plus ou moins de les guérir, mais en tout cas de repousser les symptômes, parce qu'en fait on n'en guérit pas vraiment, mais on en meurt beaucoup, c'est de prendre un élixir qui est fait à partir de fleurs, qui évidemment dont la production est contrôlée par les plus puissants. Et donc nous on va suivre deux personnes qui sont plus ou moins des petits apothicaires de l'ombre et puis des petits Robins des Bois de l'ombre, qui volent des fleurs, font des élixirs et les donnent à la population. Ces deux personnages ne se connaissent pas, ils ont tout le temps des masques, ils ne savent pas qui est l'un et qui est l'autre, jusqu'au jour, mais on sent qu'ils ont une relation hyper forte, évidemment, toutes les nuits, ils mettent leur vie en péril l'un pour l'autre et tout, donc c'est absolument, ça crée forcément une tension de dingue. Jusqu'au jour où il va arriver quelque chose à l'un des deux personnages, et l'autre, donc notre héroïne, va complètement vriller et dire bon bah puisque c'est comme ça, j'ai plus rien à perdre, j'en peux plus, je vais commettre un attentat contre la couronne, parce que c'est juste pas possible que le monde tourne comme ça. Et je peux pas vous en dire plus. Donc autant vous dire que en termes de révélation, de plot twist, c'est juste génial. Je trouve que l'univers était hyper intéressant, était peut-être beaucoup mieux construit qu'un Sorcier Noir et Si Cruel. Si vous l'avez pas forcément aimé, essayez quand même Défier la nuit, parce que c'est quand même deux univers qui n'ont rien à voir. Et je trouve que vraiment la force de Brigitte Kemmerer, c'est de d'écrire des personnages auxquels on s'attache de ouf. Et donc franchement, je vous dirais que même si on n'est pas forcément parfois sur du world building qui est incroyable, même si je trouve que dans cette série-là c'est plutôt cool, on est vraiment avec les personnages dedans, enfin on est dans l'action et ça marche du feu de Dieu, donc vraiment je vous la conseille 1000 fois. Le livre suivant, ça a l'air d'être une romance sur fond fantastique, donc j'ai envie de dire romantasy, mais j'ai pas l'impression que ça soit une grosse romantasy avec des enjeux de dingue et tout, donc on s'en parle. Il s'agit du coup de La balade fabuleuse de Twyla et Frank, de Mega Banane, qui sortira le 15 janvier aux éditions Milady. Il s'agit visiblement d'un tome compagnon de La balade funèbre de Heart and Mercy, qui était un livre qui avait fait énormément de tollé aux États-Unis, qui a fait énormément de tollé quand il sortit en France. Tout le monde disait que c'était juste incroyable, que ce livre était génial. Sachez qu'il est en audio, le tome 1, sur Nextory, et que le 2 va sortir aussi sur Nextory, si j'ai bien vu, dans les jours qui suivent sa sortie en livre papier. Je crois que c'est le 15 ou le 17 ou quelque chose comme ça. Donc écoutez, voilà, si jamais vous avez envie de tenter l'aventure mais que vous êtes un petit peu frileux, bah il y a toujours cette option-là. Moi je pense que c'est ce que je vais faire. On suit apparemment à chaque fois un couple différent mais qui se connaissent dans un monde un petit peu bizarre où les gens doivent être, quand ils meurent, doivent être finalement enterrés d'une certaine façon, si j'ai bien compris, sinon ils reviennent sous forme d'ombre. J'ai pas tout compris, hein. Clairement il y a une histoire de rangers, il y a une histoire d'une personne qui fait des patrouilles dans le 1, il y a une histoire du coup de cette nana qui travaille justement dans les pompes funèbres, et apparemment ils se détestent mais vont entretenir une relation épistolaire qui va les amener du coup à finalement tomber amoureux. Donc il semblerait que ça soit le numéro 1, et là, dans le numéro 2 avec Twyla et Frank, je crois qu'il y a toujours une histoire un petit peu funeste. Oui alors franchement ça a l'air complètement what the fuck, hein. C'est l'histoire du coup de Twyla qui rejoint les rangers là,
qui font du coup leur ronde là pour sauver les habitants des espèces de monstres qui vivent dans cet univers-là. Et en fait, elle travaille avec Frank, qui est donc son ami, et tous les deux se la coulent un peu douce, il se passe pas grand-chose jusqu'au jour où ils découvrent le corps couvert de paillettes d'un collègue, et que Frank devient accidentellement le père adoptif d'un bébé dragon. Franchement, ça a l'air de partir complètement en cacahuète. Je vous cache pas que l'audio sur Next Story du tome 1, j'avais commencé à l'écouter, mais je le trouvais un peu mal dicté, donc je vais retenter, peut-être que j'étais pas dans le mood ce jour-là. Mais ça me fait bien envie pourtant, mais j'arrive pas à me lancer, donc celui-ci me fait très envie, mais je vais déjà essayer avec le 1, puis après on verra pour le 2. En tout cas, si vous avez déjà lu cette saga, vous avez lu l'un des deux, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que comme ça me convaincra peut-être à passer le cap. Ensuite, aux éditions de Saxus sortira le 16 janvier La guerre des 3 cours de Chloé C. Peñaranda, qui est donc le tome 4 dans la série Les héritiers d'Ungardia. Donc les héritiers d'Ungardia, je vous en ai parlé plein de fois. Le premier c'était l'ascension d'une héritière, le deuxième c'était la puissance d'une reine, le troisième le trône de cendre, et là on est sur la guerre des 3 cours. Comme je vous le disais, c'est un livre, j'ai lu le 1 et j'ai lu le 2 et j'ai adoré, mais c'est clair qu'il y avait énormément de similitudes avec Throne of Glass. Donc j'attends de voir le 3 pour voir si l'histoire s'en écarte quand même un peu plus et se solidifie dans une version plus originale, on va dire. Mais c'est quand même trop bien, donc en vrai, je pense que même si c'est une copie conforme de Throne of Glass, à mon avis, je vais me bouffer le 3 et je vais me bouffer le 4, donc vous verrez le 4 passer à un moment donné dans un haul. Sauf si vraiment, il faudrait que dans le 3, il y a un truc qui m'ait fait lever les yeux au ciel en mode « Au secours, c'est pas possible, je vais faire mon bouquin Drama Queen Moment et je lis pas la suite », mais il y a quand même assez peu de chance, puisque franchement, Chloé C. Peñaranda, j'adore la façon dont elle écrit, et même si c'est vrai que le 2 m'a vachement déstabilisée, une fois que je suis passée outre le côté « bon ok, t'as changé complètement de direction par rapport au 1, et pourquoi pas, allons-y », j'étais à fond dans l'action, j'avais trop envie de voir ce qui allait se passer. Donc je suis curieuse, en tout cas les couves sont magnifiques, je vous mettrai les petites photos, mais c'est trop beau. Et juste pour rappel, on suit du coup Faith, qui est donc une jeune femme qui vit dans un monde où les humains et les fae cohabitent mais ne s'entendent absolument pas. Comme d'habitude, les humains sont un peu mis de côté, c'est un peu les esclaves gentils, puis on les tue quand on a envie, quoi. Donc bon, c'est un petit peu une ambiance sympathique. Et dans le royaume où elle vit, elle, finalement, les fae sont assez sanguinaires, sont assez violents. Et donc elle a quand même une espèce de haine qu'elle voue envers eux. Elle a plus de mère, parce que sa mère a disparu, elle a jamais connu son père. Et elle vit depuis toujours avec son meilleur ami qui s'appelle Yakon. Et c'est une femme qui adore en fait manier l'épée. Jusqu'au jour où elle va se faire remarquer par un garde fae qui va lui lancer un petit peu un regard spécial en se disant « mais toi t'as pas l'air d'être comme tout le monde » et il s'avère que la nuit, ils vont se rencontrer dans ses rêves à elle, puisque elle est noctiste, donc ça fait partie finalement des habiletés normalement qui ne sont réservées qu'aux fae. Elle peut rentrer dans l'esprit des gens. Donc dans le 1, on va suivre justement les aventures de Faith, qui va découvrir son pouvoir, qui va nouer une relation avec ce garde, qui va un peu chambouler un peu toute sa vie, et on avait une grosse partie qui était autour des personnages secondaires, notamment de Yakon du coup, et de Marlo, qui est donc une jeune femme qu'on va découvrir aussi. Et on comprend un peu le début finalement de la quête qui va se passer dans les épisodes d'après. Dans le tome 2, on est beaucoup sur des intrigues de cours, et la quête n'avance pas tellement en vrai. On est beaucoup sur une tension romantique, des intrigues, finalement des espèces d'intrigues secondaires qui commencent à se mêler et tout. Enfin, c'est un peu le fouillis, on va dire, mais c'était très très cool. Moi je l'ai lu ultra vite. Donc j'ai hâte de voir ce qui nous attend dans les tomes 3 et 4, parce que je suis assez curieuse de voir comment l'histoire va avancer. Donc à suivre. Ensuite on finit du coup pour les suites avec 2 romances. Donc la première évidemment est un tome compagnon, il s'agit de The Right Move de Liz Stamford, qui est donc le tome 2 dans la série Windy City. Donc le premier c'était Mile High, et c'est une série qui me fait trop envie. Je suis trop contente en fait qu'elle sorte en français, parce que je sais pas pourquoi, cette année j'ai envie de lire un peu moins en anglais, et donc voilà, j'ai envie de me tourner vers de la romance, mais plutôt écrit en français pour que ça se lise plus vite, et que voilà, je puisse un peu les utiliser entre 2 fantaisies. C'est quelque chose que j'aime bien faire avec la romance. Trêve de blabla, du coup ce tome-là va sortir le 16 janvier, c'est aux éditions Chatterley si je me trompe pas.
Dans le tome 1, dans Mile High, apparemment on suit une hôtesse de l'air et un capitaine de hockey qui a une réputation hyper sulfureuse et à force en fait qu'ils prennent l'avion de l'équipe et ils vont se rencontrer au fur et à mesure du coup de ces allers-retours en avion et chacun va se rendre compte que l'autre n'est pas exactement comme il pensait puisque lui finalement il n'a pas l'air d'être aussi sulfureux que ça et elle va petit à petit du coup découvrir sa personnalité. Et lui va se rendre compte que lui qui a toujours eu une vie un petit peu fantasque, finalement c'est bien l'hôtesse de l'air qui l'intéresse le plus, donc on va voir ce que ça donne. Dans le tome 2 là qui sort en janvier, on va être sur un nouveau couple, on est apparemment sur un capitaine de la NBA qui, pareil, doit un petit peu asseoir sa réputation sulfureuse en se mettant en couple avec quelqu'un et décide du coup de se mettre en couple avec sa colocataire. Qui va jouer du coup le rôle de sa fausse petite amie, donc c'est du fake dating, moi j'adore ça, je sais pas pourquoi. Et voilà, donc il semblerait que chaque tome, parce qu'il y en a 3 ou 4, je sais plus trop, chaque tome soit sur des... à chaque fois, genre je crois que le premier c'est du hockey, ensuite c'est de la NBA, je crois qu'il y en a un qui fait du baseball, et après c'est du hockey, enfin voilà, mais en tout cas c'est que des romances un peu sur fond sportif, donc écoutez, moi je dis absolument oui. Et j'ai gardé un petit chouchou pour la fin, puisque je l'ai déjà lu, il s'agit du coup de Daydream de Hannah Grace, le tome 3 de la série Maple Hills, qui sortira du coup en français le 29 janvier. C'est donc le tome 3, le premier c'était Icebreaker, le deuxième Wildfire et donc le troisième Daydream, donc vous n'êtes pas sans savoir que moi j'ai commencé par Daydream et ça reste je pense mon tome préféré de la série, donc je suis hyper contente qu'il sorte en français et j'ai vraiment hâte que vous découvriez du coup l'histoire de Henry et... comment elle s'appelle, Hailey. Donc dans cette histoire on va suivre du coup, donc sachez que c'est des tomes compagnons mais encore une fois, essayez de les lire dans l'ordre, moi c'est pas ce que j'ai fait et j'ai regretté parce que du coup je pense que j'aurais encore plus aimé Daydream en comprenant finalement les histoires des autres personnages qu'on avait vus auparavant. Donc là, puisqu'en fait c'est une histoire d'équipe de hockey et en fait à chaque fois on suit un protagoniste de l'équipe de hockey et donc ils se connaissent tous et ils sont tout le temps en train de traîner tous ensemble pendant leur année universitaire, donc c'est un peu dommage voilà, de pas avoir lu les autres. Dans celui-ci, on va suivre du coup Hailey, qui est donc une jeune femme qui est assez renfermée, qui vient de vivre un an de vie amoureuse avec un jeune homme qui était pas forcément ultra sain pour elle, en tout cas qui l'a pas vraiment aidée en termes de confiance en elle, et qui n'est plus avec, et qui a décidé cette année de vraiment se mettre au premier plan de sa propre vie, ce qui est quand même good for her. Et donc c'est une femme qui est absolument passionnée de bouquins et qui a donc décidé de se lancer dans un challenge pour sortir son premier roman. Mais elle se rend compte qu'elle a du mal à écrire sa romance parce qu'au final elle n'y connaît pas grand chose à la romance. Donc c'est assez rigolo, c'est assez mignon, et c'est là qu'elle va faire appel à Henry, qui est donc un jeune homme qui lui est je crois dyslexique, qui a un petit peu des problèmes avec justement ses cours, et qui va dire bah écoute Hailey, tu m'aides avec mes cours parce que j'ai un peu du mal, et moi en contrepartie je te fais vivre des aventures et ça te donnera matière pour ton roman. Et donc voilà, c'est comme ça que ça commence. C'est over cute. Henry, méga green flag comme jamais. Hailey, je l'adore. En plus, représentation trop intéressante en tant que femme, et ça, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé les thèmes, parce qu'il y avait des thèmes justement évidemment de la dyslexie, il y avait des thèmes autour justement de la confiance en soi, mais il y avait aussi autour des relations plus ou moins toxiques, de la pression familiale, c'était hyper intéressant. Enfin vraiment, je vous le conseille 100 000 fois, c'est à mettre entre toutes les mains, et si je me trompe pas, le spice était vraiment pas ultra élevé, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, c'est tout pour les sorties de janvier, comme je vous l'avais dit, il y en avait énormément, et cette vidéo était censée être courte, et encore une fois, ce n'est absolument pas le cas. Mais bon, écoutez, on verra pour les prochains mois, j'ai commencé déjà à zioter pour le mois de février ce qui va sortir, et autant vous dire que ça va être encore pareil, je pense qu'il va y avoir 30 bouquins à vous présenter, mais voilà, c'est une belle année de lecture qui s'annonce, et ça c'est quand même très très cool. Dites-moi ce que vous avez dans le radar vous ce mois-ci, ça me fera plaisir pour voir si je dois compléter ma petite liste qui est déjà assez énorme. Et si certains de ces livres vous font envie également, qui sait, on se retrouvera peut-être dans les prochains commentaires pour en discuter. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, si vous n'avez pas quoi me laisser, laissez-moi un petit emoji de livre ou de pile à lire, là vous savez les petits emojis avec tous les bouquins, puisque à mon avis ça va être l'état de ma palle à la fin de l'année quand je vois tout ce qui va sortir. En attendant, je vous souhaite de passer de merveilleuses lectures, je vous dis à la semaine prochaine, et sur ce, bye bye!